Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, une nouvelle heure de débat autour des sujets économiques du jour. On va essayer d'aller trouver... Alors, Guy Mamoumani est avec nous, mais je vais vous raconter comment on discutait avant que ça commence, parce que c'est toujours aussi très intéressant, la façon dont on peut discuter avant que ça commence. Donc voilà, on va parler des grands sujets du moment, de Tesla à la politique industrielle. Christian Saint-Etienne est là, politique industrielle. Jusqu'à, j'en sais rien, ce qu'on aura le temps de faire en fait. Facebook m'intéresse énormément quand même. Bon allez, on va voir, c'est parti. Donc, on démarre. Julie de la Sablière est avec nous. Salut Julie. Bonjour Stéphane. Entrepreneuse, fondatrice de Little Wings, images, communication pour les entreprises. Guy Mamoumani, donc salut Guy. Bonjour. Co-président du groupe Open et puis voilà, l'homme du numérique, l'une des grandes voix du numérique en France depuis de très nombreuses années, Christian Saint-Etienne. Salut Christian. Bonjour. Le célèbre économiste Christian Saint-Etienne. Voilà. Arts et métiers, là où tu bosses. Hein, voilà. Et puis évidemment, membre du cercle des économistes. Donc Guy, il est arrivé un petit peu d'avance. Je vais vous raconter ça, puis on discutait ensemble. Et je lui disais, tu sais Guy, il y a un truc... on est dans une période de croissance économique inouïe. Et pourtant, et notamment tout le sujet autour du climat, du carbone, dès que je tire ce fil-là, en fait, ça me déprime, quoi. Voilà. Et on en revient dans ce climat économique inouï à faire des émissions déprimantes. Donc Guy, tu m'as dit, ça ne peut pas durer. C'est pas possible. Je trouve que c'est vraiment caractéristique de notre pays, hein, une sorte de morosité, alors que objectivement, la relance est vraiment concrète. Hein. Si je prends Open, on a fait 13% de croissance depuis le début de l'année. On n'a qu'un seul problème, c'est qu'on n'a pas assez de bras, de ressources. Hein, donc c'est encore un nouvel appel que je fais depuis des années. Hein. Toute la profession du numérique a une dynamique extraordinaire. Le pays fait une croissance formidable. Le chômage baisse, franchement, on pourrait avoir un peu plus de sourire. Mais alors, oui. Évidemment qu'il y a des problèmes, on ne va pas les sous-estimer, des inégalités. On se dit c'est un feu de paille. En gros, le grand truc, c'est oui, ok, en ce moment c'est extraordinaire, on a bien chaud, mais c'est un feu de paille. On la connaît. Et derrière, on a des problèmes insolubles, quoi. À commencer par tout ce qui touche autour du climat. Je ne suis pas d'accord du tout. Donc c'est des prophéties autoréalisatrices. Hein. Évidemment, si on se dit tout ça, on ne va pas s'en sortir. Hein. Si au contraire, on se dit qu'il y a des choses positives et que l'avenir qu'on nous promet est entre nos mains, hein, c'est ce que je pense, hein, et en particulier grâce au numérique, eh bien, ma foi, je pense qu'on peut changer les choses. Julie, t'es d'accord, hein? Toi aussi, t'es à fond engagé, notamment alors avec un certain nombre de boîtes sur la finance responsable et des choses comme ça. T'as vu les chiffres? C'était la grande réunion de hier, oui. Paris Europlace. C'est encore Climate Finance Day, oui. Voilà. Ça a eu du mal à se tenir hier, puisque la matinée a été chahutée. Avec des activistes. Par les Amis de la Terre, etc. Qui trouvent qu'on n'en fait jamais assez, etc. Absolument. Mais en même temps, tu voyais la réalité. Je suis tombé de ma chaise, moi, quand j'ai vu les chiffres de la réalité, en fait, des fonds aujourd'hui qui sont investis sur du green. Mais c'est ridicule. C'est ridicule, non mais bien sûr. Donc, alors qu'on parle que de ça depuis je ne sais pas combien de temps. Exactement. Et c'est là où voilà, il y a un appel à agir. Moi, je vous rejoins assez sur le fait que s'il y a de l'éco-anxiété, il faut lutter contre ce sentiment-là avant tout. Et il y a d'optimisme que dans l'action, quoi. Sur les sujets climatiques en premier lieu. Donc, que ce soit les jeunes qui dépriment chez eux, il faut leur trouver des moyens d'agir. Il faut que chacun trouve ses moyens d'agir. Pour moi, c'est d'accompagner des clients qui sont dans cette... transformation-là, et notamment effectivement la Banque Postale sur la sortie leur décision de sortir de oil and gas, des investissements, ça y est. Et hier, c'était la seule question qui était à l'ordre du jour, mais après le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, etc., de toute façon, c'était la seule chose qu'attendaient les ONG, c'est ce que le maire a rappelé aussi, et c'est là-dessus où il y a des efforts à faire quand même. Alors je vais te dire, j'avale votre optimisme, hein, mais alors je l'ai pas là, je l'ai prévu pour demain, mais un petit montage assez caustique quand même, mais autour de la Norvège. Donc le Fonds souverain norvégien a annoncé qu'il sortait justement du financement de l'ensemble des énergies carbonées. Vous savez qu'il y a une nouvelle coalition qui est arrivée au pouvoir en Norvège. Au même moment, et qui annonçait qu'il relançait voilà, la production pétrolière. Exactement. Nouvelle coalition, social-démocrate en plus, qui arrive, enfin je ne sais pas pourquoi je dis en plus d'ailleurs, c'est idiot ce que je dis. Bref, nouvelle coalition qui arrive en Norvège et qui va relancer la production pétrolière pendant que le Fonds souverain norvégien, désinvestir, dont l'argent est le fruit de cette prospection pétrolière,
désinvesti de l'oil and gas. Tu vois, Guy, que c'est compliqué mais d'être je dis pas que c'est positif et optimiste Non, dans mais ces il y a, situations-là. La Il y a Norvège, un mon Dieu. sujet, voilà, je vais le dire en 2 mots, il faut que nous arrivions à réconcilier la croissance et la responsabilité. Voilà, c'est ça le sujet. Croissance et environnement, croissance et éthique, croissance et numérique. C'est ça que nous devons réussir à faire. Ça ne veut pas dire... Parce que là, ce que tu viens de donner comme exemple, c'est typique. Comment fait-on pour, d'un côté, être responsable, mais de l'autre côté, il faut bien vivre. Exactement. Et Vas-y, Christian. ce que je regrette, c'est qu'effectivement, on aborde la question du green uniquement sous forme des contraintes, alors qu'il y a des possibilités de développement colossales. Je donne un exemple. Moi, je me bats, parce que chaque fois que j'ai pu le faire depuis 15 ans, je me bats pour qu'on mette en place une filière d'isolation du bâti en France. Il y a 30 millions de logements. Il y a 8 millions de ce qu'on peut appeler des épaves thermiques, c'est-à-dire des logements qui sont ouverts, qui ont un bilan carbone catastrophique. Si on mettait en place une filière pour isoler les appartements, c'est 300 à 350 000 emplois pérennes pour 30 ans, non délocalisables. Nous avons eu des ministres verts au pouvoir. Nous avons eu, par exemple... Christian, attends, parce que c'est en une question... 2012-2014, une femme qui était ministre verte qui a fait de la politique, mais qui n'a pas lancé cette filière. Les Elle se structure. Non, c'est pas une question de ministre, Christian. Pour le coup, elle est en train de... Alors, c'est un sujet que je connais par cœur, je peux les citer. Il est venu d'ailleurs 2-3 fois, le jeune patron des éco-isolateurs, qui est aujourd'hui avec 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'espère que maintenant il doit être à 70, l'un des poids lourds en fait de ce secteur. Il est en train de structurer la filière. Oui, mais... Le problème, non, c'est exactement comme pour Guy et le digital et le numérique. Oui, mais t'as pas les bras. Non, mais justement, alors il y a Mais les bras, ils c'est pour ça que j'ai dit structurer une filière. Qu'est-ce que ça suppose, une filière qu'on structure pour 30 ans? Ça suppose de mettre en place des lycées techniques et des formations professionnalisantes qui permettent de former les gens. Donc, si on a un objectif d'en former 300 000 d'ici... Elles sont déjà là, il y a des places vides, exactement comme dans la grande école du numérique. Il y a des places vides. Parce qu'on n'explique pas, d'une part, que ce sont des emplois d'avenir, ça c'est le premier point, mais il y a quand même une action publique. Et pour faire ce que vous disiez à l'instant, il faut une action privée-publique. C'est-à-dire que si on veut isoler, c'est pas chacun qui va isoler. C'est on prend ville après ville, parce que ce n'est pas possible de le faire. Hein, donc on va dire, si c'est Paris, on fait le 14e arrondissement, on fait toutes les rues. Et... Non, mais attendez, c'est comme ça. C'est la seule façon d'avancer. T'as un truc qui s'appelle MaPrimeRénov'. Attends, je pensais pas qu'on allait parler de ça. Je pensais qu'on démarrait avec Tesla. C'est chacun qui choisit. Mais c'est excellent. Non, mais c'est pas le sujet. Si on veut être efficace et si on veut atteindre des objectifs significatifs en 10 ans, il faut mobiliser des moyens considérables, mais on ne peut pas faire un appartement au 6e étage d'un immeuble, un appartement à 3 rues après. Il faut faire rue par rue. Toi, tu veux une organisation militaire oui, il faut une organisation de la rénovation des logements. Ou avec, justement... Les acteurs privés apportent... C'est les arts et métiers, ça. C'est l'industrie. C'est la seule façon d'avancer. C'est la seule façon d'avancer. Si on veut transformer... C'est ta maison individuelle quand même à un moment, Christian. Donc ça veut dire que tu vas faire toc-toc, tu vas rentrer chez moi quand ça va être mon quartier. Non, mais tu vas dire c'est vous là, allez hop, dehors, on fait les combles. C'est un projet par ville. La ville décide, on lance un programme national, les villes s'inscrivent. Ensuite, ce sont les villes qui envoient des courriers à tous les citoyens, à tous les propriétaires. Et on leur dit, voilà. Et ensuite, on fait... si on travaille comme ça, c'est très important, parce que je suis économiste, si vous faites appartement par appartement, l'isolation d'un appartement de 60 mètres carrés, appartement par appartement, c'est 20 000 balles, 30 000 balles, 30 000 euros. Si vous le faites de manière militaire, pour reprendre votre terme, c'est 5 à 7 000 euros par appartement. Christian. Donc ça permet de descendre massivement les prix. Et je termine en disant, si c'est une action publique, à ce moment-là, on voit ceux qui peuvent payer, payent les 7 000, 10 000
000 euros par appartement. Ceux qui ne peuvent pas payer, la commune avec l'État les aide pour réduire peut-être à 1 000 euros parce que voilà. Donc, on ne va pas passer une heure sur la rénovation. Non, mais c'est pour dire par rapport à ce qui était dit en entrée. C'est-à-dire, si on veut arrêter de... Parce que qu'est-ce qui se passe? Une des choses qui freine l'optimisme, c'est que les gens se disent c'est bientôt la fin du monde à cause du climat. C'est un peu ça. Or, ça, c'est un truc... Je sors un article dans le Figaro. J'ai bossé à partir d'un truc qui s'appelle EDGAR, qui est l'Emissions Database for Global Atmospheric Research. C'est un truc international. Quand vous écoutez vous ouvrez le Poste, on vous dit c'est la fin du monde et... Premier point. Deuxièmement, c'est l'Europe qui est responsable. Troisièmement, si à l'intérieur de l'Europe, il y a un pays qui est le pire de tous, c'est la France. Non, j'ai regardé les chiffres. Mais j'ai regardé les chiffres. Si, j'ai regardé les chiffres. Si vous regardez sur la base des orientations et des décisions publiques qui ont été prises, la France, en 2030, c'est 0,7% des émissions globales d'effet de serre, de CO2. Mais pourquoi? Parce que tu as du nucléaire et aussi... De l'hydraulique. Non, et aussi le sujet qui te tient à cœur, parce que tu as massacré ton industrie. Oui, mais justement... Alors effectivement, c'est assez simple. Si tout est fabriqué en Chine, c'est assez simple de donner des leçons. On peut réindustrialiser proprement. Alors justement, Tesla. Stratégie publique. Alors, c'est ce qui nous amène au sujet que je voulais mettre en avant. Parce qu'on ne peut pas être optimiste tout seul dans un univers qui est désespérant. Donc, il faut des stratégies. C'est exactement Kennedy dans les années 60 qui dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Christian, il faut qu'on débatte. Allez. On débat, là. Non, tu as fait un monologue d'à peu près 9 minutes. Certes intéressant et vivant, mais quand même un monologue. Bon, je me tais pour le reste de l'émission. Tesla, c'est de l'enthousiasme. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire on réconcilie croissance et green. Et c'est pas un plan d'État, c'est pas un plan militaire, c'est pas un... Qu'est-ce que tu dis de la leçon de Tesla Pour moi, Musk, c'est le nouveau Steve Jobs. Ce sont des gens qui ont changé le monde, voilà, simplement. Steve Jobs l'a totalement métamorphosé. J'ai une admiration vraiment... Sans borne. Sans borne pour Steve Jobs et ce qu'il a fait, quels que soient ses défauts. Parce que j'ai lu évidemment ses biographies. Il avait beaucoup de défauts, mais en tant que visionnaire, c'est extraordinaire. Les visionnaires ont des défauts. Ouais, je crois que ces gars-là n'en a sont pas. tous, Elon Musk aussi. Non, mais eux particulièrement. Un peu dingo, Elon Musk. Mais on en retient quoi? C'est que... bien avant tout le monde. Moi, j'ai une Tesla depuis 7 ans, donc j'étais dans les pionniers des utilisateurs des Tesla. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, ce sont des fabricants qui courent après Tesla tout le temps. Et quand vous avez une voiture électrique qui sort, c'est la voiture d'il y a 50 Tesla, quoi. Donc, c'est formidable et je crois qu'on devrait s'en inspirer. Et des concurrents, Julie, tu as dû avoir la même chose que moi en recevant les concurrents dans l'industrie automobile qui nous ont expliqué tellement longtemps qu'ils ne savaient pas concevoir des voitures. Parce qu'au niveau qualité, la Tesla, ce n'était pas le niveau de qualité qu'on avait dans les standards de l'industrie automobile. Et il faisait autant il avait des fixettes sur sa poignée qu'il voulait exactement comme il voulait, autant les jeux de carrosserie, etc. Je veux dire, un ingénieur qualité de Renault ou Mercedes s'arrachait les cheveux en disant... Tombait de sa chaise. Voilà. Donc on ne sait pas concevoir. Après, on dit non, mais jamais ils sauront produire. C'est un métier de produire des voitures. Jamais ils pourront produire. Après, c'était jamais ils pourront livrer. Jamais ils vont pouvoir commercialiser. Tu as raison. Il y a eu des jours où Elon Musk mobilisait toutes ses équipes pour aller dire les gars, vous allez livrer les voitures. Et tout le monde se démobilisait pour aller livrer. Et aujourd'hui, de se dire quand même la phrase du patron de Hertz qui commande donc 100 000 Tesla. Non, Elon Musk et Tesla est le seul à savoir produire autant de véhicules électriques à cette échelle. Le seul. Extraordinaire. Et c'est vrai que de fait, c'est le seul qui n'a pas, moi qui attends une petite Renault électrique depuis un certain temps, c'est le seul qui n'a pas de problème pour produire, qui n'a pas de problème avec ses semi-conducteurs, parce que lui, il a sécurisé ses supply chains. Alors, pas seulement, d'ailleurs, c'est Herbert Diess, le patron de Volkswagen, qui a expliqué un truc, j'en ai déjà parlé, parce que je l'ai validé avec justement des ingénieurs de Renault lundi. Quand tu es full digital comme ça, ce que je ne savais pas, tu réécris 3 lignes de code et tu changes de composant. En fait, s'il te manque un composant, et notamment un composant électronique, tu peux tout à fait changer le code. Extraordinaire. Extraordinaire. Et Herbert Diess l'a dit en disant, voilà, on ne peut pas lutter contre ça. Le patron de Volkswagen, quand même. Le patron de Volkswagen. Mais tu as parfaitement raison, Julie. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, l'entrepreneur absolu. Il a résolu tous les problèmes qui se sont posés les uns après les autres.
et jusqu'à son usine en Allemagne, puisque le seul truc qu'on peut regretter, c'est qu'ils ne produisent pas encore en Europe. Mais l'usine en Allemagne va ouvrir alors qu'ils n'ont pas suivi les process habituels, etc. On m'avait raconté cette histoire sur Elon Musk au moment où il devait faire pour la première Tesla, il devait faire les tests de sécurité, donc avec les airbags, avec les crash tests, etc. Et aux États-Unis, ça se fait, c'est vraiment dans des systèmes d'université, dans les universités que ça peut se faire. Et en fait, dans le délai que Elon Musk avait fixé pour sortir sa voiture, ils n'arrivaient pas à faire tous les tests nécessaires. Et à un moment, il est descendu en disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Elle dit on va quand même pas ouvrir les trucs la nuit. Je dis mais pourquoi? Oui, c'est ça. Et en fait, il a passé le coup de téléphone et ils ont fait les tests la nuit pour pouvoir sortir à la date, quoi. Et je pense que l'usine en Allemagne, c'est un peu c'est aussi cette capacité à faire bouger les lignes et lever les standards. Christian, on est baba quand même, hein. Forcément. Et c'est une image de l'industrie, toi qui es le défenseur absolu de la réindustrialisation, une image de l'industrie extraordinaire, qui fait rêver. Alors, on a quand même des entrepreneurs comme ça en France. Simplement, eux, on va leur dire la nuit, c'est fermé. Donc, c'est quand même... je rejoins Guy en disant qu'effectivement, Steve Jobs... quand on prend la révolution du numérique, c'est une révolution globale qui a commencé il y a 40 ans, c'est la révolution de l'informatique, en fait. Elle a plusieurs vagues. Souvent, les gens parlent de 4e révolution industrielle. On est dans la 3e révolution industrielle de l'informatique, mais une révolution industrielle, ça a des vagues. Ouais. Et Steve Jobs a été à l'origine de la 3e grande vague quand il a demandé à ses ingénieurs de mettre un ordinateur dans un téléphone. Ouais. Tout le monde a dit c'est complètement taré, et il a réussi. Et tout le monde sait maintenant, tout le monde le sait, qu'on a une puissance informatique plus importante dans nos téléphones que les ordinateurs de la NASA pour envoyer l'homme sur la Lune. Donc c'est une mutation. C'est pas une innovation, c'est une mutation. Et la mutation actuelle étant l'informatique quantique, qui est encore un facteur 1000 par rapport à l'informatique électrique. Donc, on est dans des vagues de mutations. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, ce sont des entrepreneurs qui provoquent ces vagues. C'est pas nouveau. Dans la 2e révolution de l'électricité, ce sont aussi des entrepreneurs qui avaient inventé pour faire les différentes étapes de cette révolution, les transformateurs, les générateurs, à chaque fois, il faut des... Christian, est-ce que ça invalide les plans de relance, ça, ce que tu viens de dire, justement? Non, mais c'est des entrepreneurs qui se saisissent des révolutions, pas des gouvernements et des plans de relance. Alors, ceci étant, les gouvernements ont un rôle clé pour accompagner sur le plan réglementaire, sur le plan fiscal. Si on bloque par la réglementation, on casse... On casse l'énergie entrepreneuriale. Dans l'histoire de Tesla, c'est quand même intéressant, parce que les pouvoirs publics ont été là aussi. C'est-à-dire, à quel moment ils ont été là? À plusieurs moments, en fait. Il y avait un article qui était, je crois que c'était qui était sorti, et qui montre qu'en fait, il y a eu beaucoup de moments où on lui a ouvert les portes, où l'administration l'a soutenu, etc. En fait, ce qu'il raconte lui-même, c'est c'est grâce à SpaceX, c'est en surfinançant SpaceX à travers la NASA, qu'il a pu sauver Tesla. Alors, c'est ça que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, Stéphane, vous m'avez tapé sur les doigts avec votre organisation par mon approche militaire, mais en réalité, ce qu'on regarde à travers l'histoire, c'est toujours une action conjointe de l'État et d'entrepreneurs qui permet de faire des révolutions. Et donc, il faut un État stratège. Quand vous avez un État administrateur, régulateur, bloqueur, vous cassez tout. Mais regardez notre exemple, quand même, qui est exactement de même nature sur les vaccins. Ce sont des entrepreneurs, mais aidés massivement par du financement public. Guy, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, non, je voulais dire qu'il y a un programme dont on parle vraiment très peu et je ne comprends pas. C'est le programme de l'industrie du futur. C'est un programme fantastique que d'ailleurs nous avions contribué à faire quand j'étais président du Syntec numérique avec Macron, à l'époque ministre de l'Industrie, qui est en train de se prolonger. Avec Frédéric Sanchez, le patron de FIV. Absolument, il a été le président du groupement, tout à fait. Et c'est aujourd'hui un des éléments qui fait le levier de la transformation de l'industrie. En effet, d'ailleurs, c'est pour ça, c'est bien ton titre, Tesla, quelle leçon. Ah ben oui. On ne va pas refaire l'industrie du 19e siècle. Voilà. Il faut réinventer l'industrie par la transformation numérique. Oui, mais Guy, ce que Julie racontait très très bien, c'est qu'il n'a pas eu besoin de programme industrie du futur. Tu vois, il le fait lui-même. L'industrie du futur, c'est pas... Bon, j'ai utilisé le mot programme, mais c'est pas un plan quinquennal. Bah, c'est un peu ça quand même. J'en ai discuté avec Frédéric Sanchez, c'est un peu ça quand même. Non, c'est un plan qui permet d'aider les entreprises à se transformer en acculturant, en éduquant, en formant, en donnant des moyens. Exactement. Mais après, c'est les patrons de chaque boîte. Moi, j'en ai rencontré dans l'Est de la France qui se sont
totalement transformé. D'accord. Donc c'est à eux de prendre cette initiative et faire ce qu'a dit Christian, et Julie d'ailleurs, c'est-à-dire que l'État joue un rôle structurant. Mais après, il faut laisser parler les initiatives. Et je crois que ce plan, alors j'emploie le terme plan, si on veut, ce programme. Mais c'en est un, oui, ce programme Guy. mais il est extrêmement bénéfique. Il joue son rôle. Tu as deux façons de conduire l'action de l'État. Il y a la façon qu'on avait traditionnellement en France, c'est des hauts fonctionnaires qui disent qu'on va produire, où on va le produire, avec qui on le produit. Il y a l'autre façon, c'est ce que j'appelle le bol génétique. C'est-à-dire que tu constitues une bouillabaisse où il y a tous les ingrédients du développement économique et les entrepreneurs, ce sont les enzymes qui vont assembler les ingrédients et produire des innovations. Et c'est comme ça que c'est ce nouveau modèle qu'il faut mettre en place. Et ce que vous évoquez, alors l'administration et le système politique ont énormément de mal de passer de l'un à l'autre, mais je parle sous votre contrôle, je pense que dans les 5, 7, 10 dernières années, on a fait des avancées très significatives dans le basculement de l'État dirigiste vers l'État soupe biologique qui permet l'essor de ces entrepreneurs. Il y a un autre exemple, c'est France Num, qui est une agence de Bercy, mais qui est totalement autonome et qui est en train de faire un travail absolument incroyable sur les PME, les boulangers. Mais j'en ai fait la promotion, Guy. Oui, je sais bien. L'année dernière, je suis tombé amoureux de cette agence. Exactement. Mais absolument. Voilà tout à des fait. réussites, mais le sujet, ces enzymes dont parle Christian. Tout à fait. Voilà. Mais le problème, et tu le vis au quotidien, c'est qu'ils ont entre les mains de la poudre sèche. C'est-à-dire que France Num a du pognon qu'ils n'arrivent pas à dépenser parce que t'as pas les compétences, parce que les tuyaux sont mal branchés, parce que tu vois, c'est-à-dire tel que tu le décris, Christian, c'est magnifique. Quand tu commences à soulever le capot, en fait, ça marche jamais. Tu veux dire qu'on pourrait en faire plus, mais les réalisations, c'est pas jamais. Les réalisations de France Num, il y en a tous les jours et qui sont formidables. J'ai pas les chiffres là. Il faudrait que je les amène à chaque fois. L'usine Nouvelle a fait un boulot formidable sur. Non, mais je sais pas si ça va aller dans ton sens. Je suis dedans. C'est pour ça que je sais. Sur quoi ? Sur la transformation de l'industrie. Non. Là, ils ont regardé les fameux 10 milliards de Le Maire. Tu sais, là où on a mis l'argent des privatisations de la Française des Jeux et où on aurait dû mettre l'argent de privatisation d'Aéroports de Paris, etc. Et tout. Bref, voilà. Ils ont regardé 2 ans après, qu'est-ce qu'il en est ? Sur l'innovation de rupture, là. Sur l'innovation de rupture, sur tout ça, etc. Les chiffres sont anémiques. Pourtant, le pognon est là. C'est-à-dire que ça a été bien géré. France Trésor gère bien. Je crois qu'il y a 250 ou 300 millions, même plus d'euros par an disponibles. À l'arrivée, c'est 600 000 balles qui ont été décaissées pour le plan intelligence artificielle. 600 000 euros, Christian. Stéphane, ça ne fonctionne pas. Tu m'as interviewé, j'étais à l'époque vice-président du Conseil national numérique, et je t'ai parlé d'une étude qui disait que 67% des patrons de PME considéraient que la transformation numérique était une mode. Et tu m'avais dit, mais ça va pas, je crois pas une seconde à ce truc-là. Et pourtant. C'est le sujet. Ouais. Il faut d'abord faire de l'acculturation. Si les patrons pensent que le numérique, c'est un poids, c'est des contraintes, ils ne vont pas y aller. Donc, et c'est d'ailleurs le travail que fait France Num très très bien. Mais ça c'est fini, le Covid a balayé ça quand même. Ça a progressé, tu as raison, de parler de Covid catalyseur, voilà. numérique, mais ce n'est pas encore la réalité que ça devrait avoir. Julie, un mot là-dessus. Juste un mot, Christian. Vas-y, pose ta question à Guy. Ça s'appelle l'école de Xavier Niel. 42. 42, l'école 42, c'est ça que tu cherchais. Oui, c'est ça que j'essaie de chercher, mais il n'y a pas de connexion. mais tu demandes, on connaît. On connaît pas mal de trucs, en fait, Christian. Je pense que le principal blocage actuellement, c'est le système de formation. Il faut une réforme de l'école primaire parce qu'on a encore toujours 20% des gamins qui rentrent en 6e sans maîtriser écriture, lecture, calcul, comment ils vont faire du numérique. Mais ensuite, tu as l'école 42, ça marche. Pourquoi l'État ne fait pas une convention en disant sur ce modèle, on va mettre une école 42 dans toutes les préfectures françaises? Christian, ça existe, hein, ça s'appelle la grande école du numérique. Ouais. Oui, mais elle existe. Mais bien sûr, elle existe, cette grande. Mais bien sûr. Et alors pourquoi on manque de compétences? Mais parce qu'il faut en faire 3 fois plus. Voilà, je le dis depuis 15 ans. Mais non, parce que les mômes n'y vont pas. Alors, les mômes n'y vont pas, Guy. Je le sais, je l'ai vu, j'ai travaillé avec eux. Mais il y a combien d'enfants, il y a combien de personnes formées et franchement,
attends, moi je veux raconter ça, parce que alors je pensais pas qu'on en parlerait, pardon, hein, mais ça me passionne. J'ai été regarder vraiment dans le détail. J'ai vu les vidéos notamment qui sont faites pour essayer d'attirer les gamins sur les formations. Mais il y a des trucs incroyables, formidables, des métiers, mais qu'on n'imagine même pas, qui peuvent être passionnants à faire et qui marient l'amour du quartier, la digitalisation, les trucs de vendeur, etc. C'est vide. Alors, les mômes n'y vont pas. Donc, premièrement, il faut que je te rappelle que la Grande École du Numérique forme quand même près de 10-15 000 jeunes chaque année, jeunes et moins jeunes d'ailleurs. On a besoin de 300 000. Voilà, alors exactement, c'est largement insuffisant, je l'ai répété 500 000 fois. Okay. Alors après, il y a le problème de l'attractivité. Donc, il y a un travail qui est fait, en particulier par Blanquer, par exemple, par le coding à l'école, de l'école primaire, et ça va permettre de développer. Il y a un travail à faire sur les femmes, parce que déjà, si on avait autant de femmes que d'hommes qui choisissaient le numérique, eh bien, ça pourrait en partie résoudre le problème. Donc, il ne faut pas se décourager. Il y a juste un travail à faire. Par exemple, une femme comme Sophie Vigier, qui est la nouvelle directrice de l'école 42, eh bien, elle est allée dans les banlieues. Elle est dingue. Elle est fantastique. Elle a fait le boulot et elle a réussi à changer les choses. Donc moi, je suis convaincu qu'on peut le faire à condition qu'on considère que la formation, en particulier la formation des enseignants, c'est la priorité nationale. Exactement. Voilà, ça devrait être le numéro 1. Moi, quand on me dit, si tu étais président de la République, qu'est-ce que tu ferais ? Tu doubles le salaire des profs. Mais non, pas du tout, pas du tout. Je mettrais le budget de l'éducation nationale en très très forte augmentation. Et pas que l'éducation nationale, il y a l'acculturation, éducation, formation, je le répète à chaque fois. Bon. Par exemple, c'est assez marrant. Vous n'avez pas prévu qu'on fasse des programmes présidentiels quand même, les gars, là. Vous êtes en train de me hacker le truc. Vas-y, Christian. Il n'y a pas de CAPES et d'agrégation d'informatique. Ah, désolé, Christian, mais si, ça vient d'être fait. Justement, ça vient d'être fait il y a un an ou deux. Exactement, l'année dernière. Voilà. Alors que la révolution de l'informatique dure depuis 40 ans. Exactement, mais Blanquer, il a débloqué ça. Non, mais 40 ans, ça prend pas le temps qu'il nous faut. Il y a combien de postes ? Alors, il va comprendre. 4, 5, 10 c'est ça, une dizaine. Voilà, donc pourquoi on n'a pas un appel massif dès le lycée et ensuite jusqu'au CAPES ? Pourquoi on ne crée pas des instituts qui permettraient de former 10 000 capétiens par an pour avoir des filières de 300 000, 400 000 jeunes formés à toutes ces technologies. Mais alors, je ne vais pas ouvrir le tiroir que j'ai envie d'ouvrir, que je meurs d'envie, mais parce que sinon on n'est pas sorti. Mais alors, si tu veux faire ça, contrairement, c'est mon nouveau combat, il faut doubler leur salaire. C'est-à-dire, si tu veux attirer des gars qui soient cortiqués, des hommes, des femmes, cortiqués, solides. Tu sais, juste ce truc, Master 2, donc Bac plus 5 pour être professeur des écoles. Le pire salaire que tu puisses avoir avec un Master 2, le pire, c'est lequel ? Oui, les enseignants. Exactement. Je te rappelle que tu auras 80% du salaire moyen de ceux qui sortent en Master 2. Comment veux-tu construire quelque chose ? Oui, mais donc il ne suffit pas de doubler, il faut monter de 80 à 100%. Déjà, ça fera une première étape. Faut pas mégoter. Oui, mais enfin, il faut penser aux finances publiques. Bon, non, il faut de la formation. Si tu t'arrêtes au primaire et au secondaire, c'est 6 à 8 milliards d'euros par an, pas plus. Primaire, secondaire. Tu t'arrêtes là. Là, on peut y aller, il faut le faire. Stéphane, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut bien les payer, tu as tout à fait raison. Mais je te rappelle que j'ai mon épouse qui est inspectrice d'éducation nationale, qui est focalisée sur la formation des enseignants, qui se désespère chaque jour de la disparition ou de la transformation des instituts de formation, par exemple. Ça, c'est quelque chose de complètement dingue. Moi, j'ai bénéficié en tant que prof de maths d'une formation extraordinaire qui n'existe plus. C'est vrai que t'es ancien prof de maths. Bah oui, et ça n'existe plus. Donc, ok, il faut augmenter les salaires, je suis d'accord, mais moi, je mettrais la formation avant. Totalement d'accord. Bon, une pause. On repart, les amis. RTE, pas de temps à perdre. Donc, vous avez vu un peu les principales conclusions. Sinon, je vais vous les donner, d'ailleurs, parce que c'est quand même très... Donc, en gros, augmentation de 35% de la consommation d'électricité en 2050. Sur le nucléaire, j'ai pris, Julie, le scénario moyen d'RTE, parce qu'il y en a 8 des scénarios, on comprend bien pourquoi. 6, ouais, 6. RTE fait de la politique. Mais il y en a un qui semble quand même le scénario moyen qui est privilégié. Donc, on prolonge l'intégralité des centrales jusqu'à 60 ans. On construit 14 EPR et plusieurs dizaines de SMR, 14 EPR. Pour le solaire, il faut faire x7, passer de 10 à 70 gigawatts. Pour l'éolien terrestre,
c'est fois 2,5, passer de 17 à 40 gigawatts, plus 10 gigawatts d'éolien en mer. Et ça, c'est les chiffres en fait qui circulaient. C'est 1000 milliards d'euros d'investissement sur 30-35 ans, va à 25 milliards d'euros par an. Donc on rajoute à notre doublement du salaire des profs. Sauf que là, il y a moyen quand même d'aller tirer de la rentabilité. Julie, qu'est-ce qui t'intéresse dans ces scénarios RTE ? Il y a 3 choses. Le premier, c'est une base de fait qui est quand même assez intéressante parce qu'on voit bien que dans le débat présidentiel, c'est quand même très compliqué sur ces scénarios de transition énergétique d'arriver, d'avancer, de créer juste le débat sur une base de fait à peu près partagée. Ça permet d'objectiver le truc. Et il y avait besoin de cette mise à jour puisque électrification des besoins. Enfin, on sait que de toute façon, la production électrique va devoir prendre plus de place. Et là, c'est quand même un travail de 2 ans, d'experts reconnus. Et je pense que c'était pour le coup une très bonne idée d'avoir cet élément-là posé dans le débat, dans le contexte où on est, avec la hausse du prix de l'énergie, avec le nucléaire qui a une place dans le débat présidentiel et qui aura une place dans l'élection. Donc déjà, je trouve que c'est un premier point intéressant d'avoir cette base de fait avec des scénarios posés sur la table sur lesquels on peut débattre. Tout à fait. Le deuxième élément, c'est évidemment l'évolution du mix énergétique. Alors c'est là où on parle de 2050. En réalité, il faut le faire quand même beaucoup plus vite. En fait, il faut le faire d'ici 2030, comme amorcer la pompe et de se dire renforcer la place de l'électrique dans notre mix énergétique qui est aujourd'hui à 63% carboné et il faut le rappeler. Ouais. Après, il y a un truc qui est pour moi tellement mortifère dans le débat aujourd'hui, c'est l'opposition du nucléaire et des renouvelables, quoi. C'est-à-dire que c'est devenu les frères ennemis alors qu'il n'y a aucune raison. Et ce que dit le rapport, c'est clairement, il faut agir sur les deux, mais il faut agir sur les deux à fond. Et RTE, tout RTE qu'il est, full nuke, c'est pas possible. Voilà. Bien sûr. Voilà, de toute façon, au mieux, ça sera 50% de nucléaire. Donc au moins voilà, ils le disent et ça s'est posé. Et c'est un élément où j'espère que ça peut nous aider à sortir de cette espèce d'antagonisme mortifère, de se dire le nucléaire sont contre les renouvelables et les renouvelables sont contre les nucléaires. Et ce qui était la première réaction d'ailleurs de Jadot, de Pompili, de se dire. Alors Pompili, elle fait la politique, mais Jadot, t'as vu, sa première réaction, ça a été de dire n'importe quoi, hop, et il met le rapport à la poubelle. Hein. Ouais. Et ça, c'est catastrophique. Et le dernier élément. Dans le piège, je pense, en faisant ça. Ouais. Vas-y, Julie. Et le dernier élément, c'est quand même le point de départ qu'on oublie de dire dans tous ces scénarios, c'est 40% d'économie d'énergie qu'il faut faire. En même temps qu'on pousse le curseur et qu'on investit massivement dans le renouvelable et dans le nucléaire, il faut faire 40% d'économie d'énergie. Même moi, j'étais passé à côté de ça, dis donc. Oui. Et qui est dans l'hypothèse. En plus, dans l'hypothèse de base. Dans l'hypothèse de base, il y a en plus une efficacité énergétique qui... de l'ordre de 40%. Ils essaient de détailler sur le logement, etc. Mais faire ça, justement, sans casser ce qu'on veut faire à côté sur l'industrie, la relance industrielle, etc. Parce que on l'a bien vu, et c'est effectivement l'article de Christian sur la désindustrialisation, faire 40% d'économie d'énergie sans casser notre industrie, ou ce qui nous reste d'industrie, ou essayer de relancer, c'est ça le vrai défi, quoi. Alors, sur ce point, c'est un point clé, parce que effectivement, Julie l'a noté, mais ça a été très peu noté. Tous les scénarios sont faits sur la base d'une réduction de la consommation globale d'énergie de 40%. Même moi, j'étais passé au travers. Voilà, donc c'est le point central. Alors, il y a beaucoup d'interrogations sur cette hypothèse, puisque aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que quand même, il y a une relation significative entre croissance et consommation d'énergie. Donc, la seule façon de s'approcher de cette baisse potentielle de la consommation d'énergie, c'est quand même d'agir massivement sur le logement, parce que le logement représente au 40%. Moins 40% des émissions d'effet de serre. Donc, si on peut en plus réduire massivement les émissions du logement de manière vertueuse en créant des emplois de façon massive, c'est un bonus extraordinaire. L'autre point, c'est qu'il faut quand même garder les chiffres en tête. Alors, j'ai été stupéfait, je vous parlais de ce standard international d'analyse des émissions de CO2 dans le monde à l'horizon 2030-2050. Aujourd'hui, la France, en 2018, c'était 0,9% des émissions de CO2 dans le monde. En 2030, même en continuant au rythme actuel, on est à 0,6%. Mais l'Asie, en 2030, plus l'Afrique et le Moyen-Orient, c'est 70%. Oui. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'au niveau mondial, il y ait un accord pour qu'on avance dans la même direction, parce qu'on ne peut pas avoir
les Norvégiens qui relancent la production de pétrole et les Chinois qui ont autorisé 50 nouvelles centrales au charbon. Mais qui arrêtent d'en installer à l'extérieur. Voilà. Leur grande annonce, c'était qu'ils arrêtent de... Les Chinois arrêtent de faire des centrales à charbon hors de Chine. Voilà. Mais je rejoins Guy, c'est-à-dire que le point central, c'est quand même de comprendre, c'est absolument décisif, c'est que la réindustrialisation, c'est la numérisation et la robotisation du système productif. Ouais, quand vous dites industrialisation, les gens voient des aciéries, place de la Concorde ou promenade des Anglais. Donc il faut casser cette image. Voilà, l'industrie du futur, d'aujourd'hui et de demain, c'est une industrie totalement propre où vous pouvez manger par terre. Donc c'est les biotechnologies, c'est tous ces secteurs-là. Donc et ce qui est très important, la question de la formation est décisive parce que la réindustrialisation, c'est à la fois la réindustrialisation propre, c'est à la fois des filières d'isolation des logements, mais c'est des filières de formation dans le numérique, dans les biotechnologies, repartons pas là-dessus. Dans tous les domaines. Moi, mon sujet quand même autour de ce rapport RTE, là, c'est donc effectivement, comme l'a dit Julie, c'est la question nucléaire. On a perdu énormément de temps quand même. Enfin, pour que, à un moment, effectivement, soit écrit noir sur blanc, ce qui est pour tous ceux qui connaissent un peu le sujet une évidence, c'est-à-dire que oui, il faut construire de nouvelles centrales. Et je trouve, moi, qu'on a perdu beaucoup de temps et qu'on a un président qui a énormément manqué de courage sur cette question. On revient à l'introduction, c'est-à-dire que franchement, dans notre pays, on voit toujours la politique du pire. Et comme l'a dit Julie, cette opposition entre le nucléaire et le renouvelable, c'est absolument catastrophique. Parce que, justement, ça ne nous permet pas d'avancer. Bon, j'ai le même exemple sur le numérique, où on sait que le numérique est consommateur à 4%, producteur à 4% de gaz à effet de serre, et donc on a Pitron qui nous sort l'enfer numérique. Alors, super bouquin, mais il est venu là, Guillaume. D'abord, je l'ai lu. D'ailleurs, je lui ai même proposé un débat parce que je trouve qu'il fait énormément de mal. Parce que la façon dont il aborde la consommation du numérique est extrêmement négative. Alors que notre profession est en train de se mobiliser pour devenir responsable. C'est l'inverse qu'il faut faire. Bien sûr, il faut être lucide. Et c'est pour ça que j'ai commencé en disant qu'on était très fortement producteur. Mais on revient à la même chose, c'est-à-dire opposition entre la transformation numérique et l'environnement. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et je sais évidemment que je suis extrêmement minoritaire. C'est pour ça que je lui ai proposé un débat. Parce que je veux lui mettre le doigt, comme je l'ai fait avec Olivier Babot. Mais tu aurais mis le doigt sur quoi? Mais tu aurais mis le doigt sur tout ce que dit Guillaume. Alors, bon, d'ailleurs, allez retrouver l'interview. Il est venu ici. C'est un gars pour lequel j'ai une admiration profonde. Parce qu'en plus, alors pardon, juste je dis d'un mot, c'est un entrepreneur. Il autofinance tout ce qu'il fait quand même. Et c'est un boulot mondial énorme. Tout ce qu'il dit, c'est pour peu que les jeunes gens aujourd'hui de notre planète aient conscience de tout ce qu'il écrit, ils vont arrêter de changer de mobile tous les ans. Le geste le plus écolo-responsable que puisse faire aujourd'hui un jeune garçon ou une jeune fille, c'est ne pas changer de portable ou en changer tous les 3 ans plutôt que tous les 2 ans. Voilà. À 4 ans. Il ne dit rien d'autre. Ce n'est pas ça qu'on en tire. J'ai lu le livre avec beaucoup d'attention. En effet, c'est un livre sérieux, documenté. Après, il dénonce les mensonges de la profession et un certain nombre d'études bidonnées. La promotion de la décroissance numérique. Voilà, c'est ce que je pense. Oui, tout le monde sort de là en disant que c'est une catastrophe. Mais tu dis non. Mais c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui est en pleine vogue. Le no-code, le low-code, tout ce qui tourne autour d'un ralentissement de la transformation numérique. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Tu as vu, Guy, quand même, parce que ça nous amènera sur Facebook, tu as vu quand même un certain nombre d'études, alors mondiales, donc t'es pas en cause, mais montées par la profession, totalement bidonnées, comme l'avait fait l'industrie du tabac à son époque, qui sont déconstruites dans le bouquin de manière magistrale. C'est-à-dire, il y a aussi, à un moment, nécessité d'objectiver ce débat. Voilà, il fait rien d'autre. Oui, alors, fait rien d'autre. Objectiver le débat en ne parlant que des mauvais côtés du numérique, ce n'est pas rendre service à notre pays. C'est tout ce que je dis. Et d'ailleurs, j'attends avec impatience... Lui, il n'est pas là pour rendre service au pays, il est là pour amener des faits, quoi, pour faire son boulot. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Nous sommes tous responsables. C'est moi qui suis le journaliste qui rend service au pays. Quand tu as une montagne de gens qui t'expliquent les méfaits du numérique, après, ne t'étonne pas que tu n'as pas de jeunes qui ont envie d'y aller. On repart à la
Non, mais ça m'intéresse, mais c'est passionnant. Mais très bien, oui. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, je passe pas tellement du coq à l'âne d'ailleurs. On a fini sur RTE, on a tout dit Non, mais moi j'ai une question pour Julie, très complexe, je ne sais pas si elle pourra répondre. On voit quand même que au cours des 10 dernières années, mais ça se coagule depuis 3-4 ans, il y a une conscience qu'il faut réussir simultanément la mutation numérique et environnementale. Et pour la vieille Europe, se réindustrialiser. Donc on voit quand même que ça monte dans le monde entrepreneurial. Alors il faut former, il faut expliquer. Mais j'ai l'impression que le politique, les classes dirigeantes ne percutent pas. Alors sur le plan de la communication, de la compréhension, vous avez une clé d'explication de pourquoi ce qu'on dit ici, qui semble assez raisonnable de notre point de vue, c'est pas quelque chose qui est sur la télé à 20h ou des choses. Voilà. Je sais pas, c'est une question très difficile. Attends, mais... Ce qui est deux choses différentes d'être dans la tête des gouvernants ou d'être sur la télé à 20h. Hein. Oui. Parce que je pense qu'il y a aussi un sujet de médias, pour le coup, sur ces questions-là. Donc, il y a un problème Stéphane à la ne fois contrôle des rapages. politique et Pas dans les depuis médias. assez longtemps pour se dire, enfin, juste, on n'en peut plus. C'est-à-dire des médias qui, de toute façon, premier truc, mais qui me frappe tellement, c'est pourquoi on parle toujours que du fait minoritaire dans ce pays. C'est-à-dire vaccination des soignants. Il y en a 115 000 qui ne veulent pas se vacciner. On va interroger un de ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Et tout est comme ça, tout le temps. Sur 1 200 000 soignants. Voilà, non mais toujours. Et c'est tout le temps parler du fait minoritaire, des contestataires du coup et des gens qui souffrent, parce qu'on a quand même toujours une conscience dans ce pays qu'il faut écouter les victimes. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet dans le contenu des médias aujourd'hui et une vraie responsabilité aussi de parler. Vous êtes là, les amis. C'est pour ça que Stéphane a créé Bismarck. Alors, créer Bismarck, non. Mais en tout cas, cette émission quotidienne où on ne parle pas du fait minoritaire, justement, oui, elle est faite pour ça. C'est relativement rare pour être souligné. Et, alors, et à l'intérieur du monde politique, pourquoi on a l'impression qu'ils sont 20 ans en arrière par rapport aux transformations qui sont à l'œuvre et qui accélèrent en plus? Vas-y, Julie. Moi, je pense je les vois pas 20 ans en arrière dans leur tête, dans la perception des sujets. Je pense qu'il y a mais dans les politiques qu'ils proposent. Je pense que c'est l'affaiblissement de la politique publique. C'est d'arriver à faire bouger les lignes, faire bouger l'administration, d'engager des choses qui sont structurantes et qui ont du poids. C'est-à-dire une espèce d'éperdition d'énergie complètement folle entre ce qu'on peut décider, la vision qu'on peut avoir en haut et ce qui arrive en termes sur le terrain, avec quelle efficacité. Parce que Christian, franchement, je le dis avec beaucoup de franchise, le discours de Macron 2017, c'est ce que tu dis. Alors pourquoi est-ce que le discours de Macron 2017 n'est plus le discours de Macron 2021? C'est la première question. Deuxième question, c'est il a augmenté fortement la dépense publique, mais il n'a pas mis les milliards sur les sujets dont on parle. Mais tu as un plan, il démarre un plan à 57 milliards. Il a disparu. C'est-à-dire, alors j'ai pas eu le temps de faire le boulot, mais j'ai lu notamment dans les Échos 2-3 phrases quand il a lancé son plan à 30 milliards, qu'en fait Bercy est incapable de dire où sont passés les 57 milliards du premier plan économie du futur lancé en 2017. Et ensuite, il y a les PIA avant, lancés par Sarkozy, continués par Hollande. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais on a un sentiment d'arroser le sable, quoi. Et il en reste des dizaines de milliards du plan d'investissement d'avenir de Sarkozy. Après, tu as des tas de plans sectoriels qui ont été lancés. Plan investissement d'avenir, après le rapport de notre ami, candidat à la mairie de Paris, avec... l'araignée, comment il s'appelle notre médaille? L'araignée. Cédric Villani. Voilà. Cédric Villani. Voilà, après le plan Villani, tu as une des applications magnifiques qui est le Health Data Hub. Oui, mais tu comprends. Oui, mais effectivement. Et c'est ce que dit Julie, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu as une espèce d'inertie profonde. Alors comment on casse ça? Mais j'en sais rien. On va crever, quoi. On avait dit qu'on ne pas ça, question. On finit toutes les émissions comme ça, tu vois. C'est ça qui est Non, mais comme toi, ce n'est pas uniquement une question d'argent. Oui. C'est pour ça que j'insiste sur la culturation. Puis d'énergie vitale dans le pays, c'est là où tu as raison. Si tu as une ambiance qui dit la transformation numérique, c'est négatif,
personne ne va vouloir y aller. Et c'est ce qui est en train d'arriver. T'as raison. Et voilà, c'est tout ce que je dis. Je vais Il y a faire pas de disparaître la vidéo de Guillaume Pitron Voilà. du site de Non, mais, Bismarck. en revanche, je peux discuter avec lui. Si tu n'auras pas de jeunes qui vont choisir ces métiers, tu n'auras pas de patrons qui feront de la transformation. Chaque patron va se dire si je fais du numérique, de la robotique, c'est suppression d'emplois, déshumanisation et production de gaz à effet de serre. Ok, je vais faire autre chose. Et je vous dis, je le répète, je suis très minoritaire, mais je le répète, il est temps de changer l'image que nous donnons de la transformation numérique dans notre pays et de le réconcilier avec l'environnement, comme par exemple le fait le Syntec, Comme le fait Elon Musk. Comme le fait Elon Musk. Maintenant, oui, non, mais là, c'est une profession qui s'engage en faisant Planète Tech Care, c'est-à-dire qu'on s'engage tous à chercher des moyens de réconciliation entre la transformation numérique et l'environnement. Et ça, alors, Julie, tiens, puisque on écoute, c'est-à-dire, tu vas me dire oui, parce que tu es associé à un certain nombre d'entre eux, mais tu vois, quand tu as un groupement professionnel comme ça, qui prend des engagements sur la planète, on écoute ça encore, je veux dire, ça a de la résonance dans l'opinion publique, ça peut fonctionner, ou ça passe comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ça aura 1 minute sur la journée dans les médias, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis je pense qu'il y a eu beaucoup de fausses annonces qui démonétisent les annonces, quoi. Exactement. Beaucoup, hein. Et le Climate Finance Day hier était encore un exemple. C'est-à-dire un moment sur la finance durable. Typiquement, même les journalistes qui suivent la finance, à un moment, on ne sait plus que penser des annonces. Exactement. Sauf à regarder des chiffres, et à un moment, tout d'un coup, tu vois le chiffre global et tu dis, mais c'est une blague. Exactement. donc c'est vrai qu'il y a je trouve un vrai risque de rendre tous ces engagements très concrets. Et voilà, et qui soient, et pour être audibles, mais c'est de plus en plus difficile de les faire entendre et de les faire, de les faire vivre et de les faire exister. Ça, en tout cas, chez Open, et je dirais que c'est l'engagement qui est général dans la profession, nous avons mis des indicateurs sur toutes les parties de notre plan stratégique, de Green IT ou de IT for Green. C'est-à-dire qu'il y a une préoccupation sur la conception de nos développements qui soient éco-responsables, sur la réutilisation de nos ordinateurs, sur la production... Et c'est audité par un tiers extérieur ? Ouais. Alors oui, bien sûr, on audité, est avec et moi je pense qu'aujourd'hui, qui fait ce boulot. D'ailleurs, on a une assez bonne note qu'on cherche à faire progresser. Je pense qu'en matière d'aujourd'hui, sur ces sujets-là, le dirigeant, il peut avoir les meilleurs engagements du monde, la meilleure stratégie et la plus pertinente s'il ne travaille pas avec ses parties prenantes. Vous devriez inviter Guillaume Pitron à votre comité de parties prenantes. Mais il veut je pense qu'il faut absolument avoir des contradicteurs avec soi pour avancer et pour être crédible aussi. Bien sûr, mais Julie, je ne conteste rien de ce que dit Guillaume Pitron, moi. Tu vois, c'est ça, je ne suis pas en train de sous-estimer le problème. Je dis juste, il faut arrêter d'être à charge comme ça. L'enfer numérique, son titre, mais c'est une horreur. Il ne conteste rien, il veut juste détruire le bouquin. C'est une horreur, c'est une horreur. Non, mais je ne conteste pas. En plus, je serais mal placé parce que quand on voit le boulot qu'il a fait... Il nous reste... Attends, parce que tout ça est passionnant, mais je voulais quand même... alors, on en a discuté aussi un tout petit peu avant que tu arrives, et donc tu n'as pas encore eu le temps de lire. Je ne sais pas si toi, Julie, tu as eu le temps, si toi, Christian, tu as eu le temps. Lire donc, ce que publie le quotidien Le Monde. En fait, c'est un groupement de journaux. Donc l'histoire, c'est qu'en fait, un certain nombre de documents issus de Facebook ont été donnés au Wall Street Journal, je crois par un congressiste d'ailleurs, américain. Et que le Wall Street les a lui-même, comme on fait maintenant les papers avec une série de journaux. Et on apprend globalement, et moi je voulais le sentiment d'un homme du code, voilà, c'est ça, Facebook dépassé par la machine qu'il a créée. Donc tu as des documents en interne où les gars disent, on ne sait pas ce qui se passe. Il raconte une vidéo porno soft en Inde qui s'est retrouvée au sommet des fils d'actualité. On ne sait pas pourquoi. L'homme du code, le pape du numérique, le défenseur du numérique dit qu'il y a des limites et qu'il faut que l'humain garde le contrôle du numérique. Voilà. Est-ce que c'est possible ? Mais bien sûr que c'est possible. Le RGPD en est un exemple. Voilà le RGPD, un règlement qui a été énormément critiqué et qui aujourd'hui est entré dans nos mœurs et qui permet de contrôler l'usage de nos données. Eh bien, on n'a qu'à faire la même chose pour l'intelligence artificielle, on n'a qu'à faire la même chose pour les algorithmes. Mais ça va trop vite, c'est-à-dire qu'il faut tout ralentir. Vas-y, Julie. Oui, parce que là, c'est pas vraiment l'usage de la donnée, là, c'est sur les algorithmes. C'est vrai que c'est la première fois qu'on a ce genre d'informations où on se dit ils ont un peu perdu le contrôle, quoi. Et donc, il faut le contrôler. Mais oui, mais est-ce que c'est possible ? Mais bien sûr. Et RGPD permettrait de contrôler ça ? Non. On est d'accord, le modèle du RGPD qui est
aussi une régulation et un contrôle. On peut très bien faire la même chose. D'ailleurs, l'Europe est en train de le faire sur l'intelligence artificielle et par conséquent sur les algorithmes. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas cette automatisation débridée et totalement autonome. Je suis contre ça, quelle que soit ma défense du numérique. Ça veut dire qu'on ne laisse pas je ne sais pas combien, je n'ai pas le chiffre en tête, je l'avais pour YouTube, mais sans doute des centaines de millions de vidéos qui sont postées tous les jours sur Facebook. Donc, impossible à regarder et à classer par des êtres humains. Et donc, on ne laisse pas faire ça. Je suis pour qu'on régule ça, qu'on contrôle ça, qu'on soit responsable. Je suis le patron de Facebook, je suis responsable de ce qui s'y passe. Je ne veux pas laisser n'importe quoi s'y faire. Alors, ça va me diminuer mon business. Ah oui, c'est sûr. Ça va me diminuer le nombre de mes utilisateurs, c'est sûr. OK, mais c'est la vie. Il faut qu'on soit responsable. Si on veut justement qu'on ait une transformation numérique apaisée, sereine, équilibrée, mixte, juste, il faut être responsable. Tu disais, Christian, c'est le truc qui t'inquiète le plus, Facebook, de l'ensemble des... Quand on regarde les GAFAM, alors Google, il y a des questions sur les logiciels derrière, mais enfin, on comprend à peu près le projet stratégique de Google dans la transformation numérique. Amazon, c'est assez clair aussi. Quand on prend Microsoft, c'est clair également. Pour Apple aussi, on comprend de l'extérieur ce qu'ils essayent de faire. Le seul GAFAM pour lequel on n'a pas de vision stratégique claire, à part le métaverse, qui est le projet annoncé par Facebook, c'est un projet stratégique qui est au fond très inquiétant parce qu'il s'agit pour Facebook de manager des quantités phénoménales de données, mais sans qu'il y ait de vision claire de l'apport qui est fait à la population par cette orientation. Le fameux sens mais pas seulement, donné à son action. C'est pas seulement le sens moral, c'est aussi le sens stratégique. Ouais. C'est-à-dire quel est le bénéfice net de ce que fait Facebook, en fait. On voit le bénéfice net de ce que fait Apple, on est pour ou contre, mais on voit le bénéfice net de ce que fait Amazon, on ne voit pas le bénéfice net de ce que fait Facebook. Donc, de ce point de vue, moi je vais au-delà de la réglementation, je pense que c'est un grand sujet de l'antitrust, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser la question de l'organisation stratégique de ce groupe, et je pense qu'on a laissé Facebook croître beaucoup trop rapidement et qu'il va falloir, comme on l'avait fait à la fin du 19e siècle, casser l'entreprise pour séparer WhatsApp, pour séparer les Instagram. Autres applications et faire en sorte qu'il n'y ait pas de pollution, parce que mais même là, c'est WhatsApp et Instagram, la seule machine Facebook. Ça n'adresse pas le sujet de Stéphane, c'est juste. Moi, je suis d'accord aussi, mais ça n'adresse pas son sujet. Tu sais, tiens, un autre. Au sein de Facebook, ils peuvent continuer, même si. Oui, mais juste, ça éviterait de polluer Instagram et de polluer WhatsApp par le fonctionnement de Facebook. Bon, mais ça ne répond pas complètement à ta question. Je le racontais il y a 2 jours, donc pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais ça me fascine. Donc ils font des tests en interne, encore une fois, ce sont des documents qui sortent de Facebook. Ils créent le profil d'une mère de famille, donc un faux profil d'une mère de famille de Caroline du Nord, qui va à la messe, catholique bon teint, sympathique, etc. Tout va bien. Au bout de 5 jours, elle se retrouve submergée par les complotistes, QAnon, l'ensemble de ceux, Apocalypse, l'Apocalypse est pour nous, elle arrive. Les évangélistes. Et eux-mêmes, ça les effraie. C'est-à-dire qu'en fait, les ingénieurs écrivent en toutes lettres que... Comme le nombre de faux comptes, de doubles comptes, effectivement, ou sur les abonnés de Facebook, le nombre de personnes qui, en fait, ils sont pas capables de tracer, qui ont plusieurs profils et qui, voilà. Enfin, sur le point que tu viens d'évoquer, Stéphane, Guy me corrigera, mais enfin, malgré tout, là, on n'est pas dans la boîte noire. Ils ont mis des indices dans les logiciels qui font que si tu es catholique de Caroline du Nord, on va te balancer tous les trucs sur QAnon.
ce qui est intéressant, lisez c'est le que truc, c'est des ils sont notes internes. débordés Ils sont par leurs débordés. Oui, Ouais. voilà, c'est ça. Ils n'arrivent plus. Donc, ils expliquent, pardon, hein, j'explique tout ça, mais allez le lire dans Le Monde, c'est incroyable. Ils expliquent qu'ils ont un certain nombre de sécurités, justement, de coupe-circuit, un petit peu comme sur les marchés. Quand un contenu prend beaucoup trop d'importance, alors on le dégrade de 20%, de 30%, de 50%. Sauf qu'en fait, les contenus parfois prennent une telle importance que même en les dégradant de 50%, ils sont encore beaucoup plus importants. Oui, mais enfin, je reviens à ce que disait Guy, là. Si tu peux dégrader, mais si tu as laissé la machine naître et croître, tu ne peux plus contrôler. Je reviens sur ton exemple. Quelque part, il y a quelqu'un qui a dit que si tu es catholique de Caroline du Nord, tu seras intéressé par QAnon. Voilà. Si tu casses ce lien, eh ben, la femme de Caroline du Nord ne sera pas abreuvée par QAnon. Mais Ça va être intéressant sur la com de crise de Facebook, parce que jusqu'à maintenant, à chaque crise, et ils en ont eu quand même des sévères et des graves, Zuckerberg était dans l'exercice de contrition parfait. Mais il n'y avait pas cette dimension de « vous saviez ». En fait, vous savez, et là, ce qui est, voilà, c'est comme l'histoire de Total qu'on découvre 40 ans plus tard. Bon, on s'en doutait évidemment, mais là, Facebook, c'est la première fois qu'on a tous les éléments pour dire, mais en fait, vous savez tout ça, et malgré tout, vous continuez, quoi. Et vous agissez comme si de rien n'était. Donc, ça va être intéressant de voir s'il reste complètement dans l'exercice de contrition, parce que souvent, quand on le voit au Sénat ou en audition, c'est un petit garçon qui s'excuse en regardant ses chaussures en disant, vous savez, on est très jeune et on apprend. Et là, ça va être compliqué. André Le Scruc-Pietri nous disait lundi que, justement, Metaverse, il y a quand même une coïncidence entre ce qui est en train de se passer et tout à coup Metaverse qui revient à la une et des dizaines de milliers d'emplois. Et y compris en Europe. 10 000 emplois en Europe. 10 000 emplois en Europe. Oui. Tu vois, voilà. C'est un exercice de com. Peut-être, j'en sais rien. Oui, de com de crise. C'est un exercice de com de crise pour dire on va parler d'autre chose. Ça ne veut pas dire que Metaverse ne va pas arriver, mais que ça sorte maintenant et que ça se traduise par des emplois annoncés, c'est de la com de crise pour essayer de faire un contre-feu. Ouais. Surtout que t'aurais conseillé ça, toi, Julie? Là, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont aussi d'un peu débordés par la boucle de ce qui est en train de sortir. Ouais, je crois. La femme qui a quelques semaines à... Claire Hodgson, c'est elle qui est au début de tout. Voilà. Et ils l'ont prise à la légère. Et là, c'est une déconstruction de l'intérieur qui leur fait beaucoup de mal. Vous savez ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, je vais peut-être me redire, me répéter, mais en fait, le numérique, c'est en train de devenir comme le tabac, comme le pétrole, etc. Les secteurs où il y a du lobbyisme, où on fait de la com de crise, tout ça. Alors que ça ne devrait surtout pas être le cas si on veut se préparer à notre avenir. J'ai pas eu le temps de te parler de Thales Google. On peut en rajouter aussi. Hein. Non, parce qu'on est au bout. Parce qu'on est au bout, vous reviendrez. Pour moi, c'est plutôt vertueux à l'inverse. Ah, t'es d'accord avec cette alliance, toi aussi? Oui, pourquoi? Non, mais on n'a plus le temps. Bon. Je ne peux pas dire pourquoi, il nous reste 30 secondes. Ou alors en 30 secondes. Non, mais en 30 secondes, les trois grands acteurs américains, Google, Amazon et Microsoft, ont pris 60% du marché mondial du cloud. Donc c'est quasiment irrattrapable. En revanche, si on veut protéger nos données, la seule façon de le faire, c'est en faisant du cryptage, avec plusieurs couches de cryptage. Et Thales est un des acteurs mondiaux les plus forts dans ce domaine. Donc une alliance des deux fait sens. 30 secondes. Parfait, c'est merveilleux. Les amis, on se retrouve demain pour un autre débat.